Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'essaie de joindre du coup le représentant de Fabien Roussel et du Parti communiste français. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je vais inviter le responsable du Parti communiste français. Donc là aujourd'hui l'idée c'est de faire une séquence un peu particulière. Enfin particulière, c'est juste du coup il y aura une seule séquence avec du coup Frédéric Bocara qui est un économiste en chef au Parti communiste français. Et ce qui était hyper intéressant dans le cadre de cette rencontre, c'était de voir comment justement les modèles un peu néo-marxistes avaient sa place dans le monde actuel et quel était le modèle de société qui était proposé par le Parti communiste français aujourd'hui, et notamment toute une théorie sur le roussellement qui a été développée notamment par Frédéric Bocara, qu'on va recevoir très vite. Alors, j'essaye de le faire monter. Communiste, PCF. Hop. Il n'est pas encore monté. Je l'attends. On va démarrer dans une petite minute. Alors... Ça va démarrer dans une petite minute. On démarre très vite pour une séquence avec le Parti communiste français. Dans un instant. Préparez votre petit café. Ah, ils sont connectés. C'est bon. Bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Enchanté aussi. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous pouvez dire en Bon, commentaire si c'est OK? c'est OK de mon point de vue. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je vous entends très bien pour ma part. Moi, je vous entends tout d'un coup plus, mais je pense, Ah. Est-ce que vous m'entendez là? à peine, à peine, à peine. Je sais pas ce qui se passe. Et là? Non, toujours pas. Je comprends pas. Et vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien personnellement. Peut-être que le son du téléphone n'est pas Je vous libre. entendais tout de suite quand vous m'avez dit bonjour. Je vous entends plus là. Bon, c'est un peu embêtant quand même pour arriver à dialoguer. Oui, alors moi, je vous entends très très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis que je vous entends comme si vous. Ah, j'ai des petits problèmes de réseau. Vous me voyez bien, hein. J'imagine que c'est Monsieur Bocara que vous voyez en train de tourner. Et là, c'est bon? C'est bon. Ah, Je vous entends. vous m'avez mis en 4G. C'est ça, c'est mieux.
Mais c'est Parfait. parce que j'avais enlevé la possibilité que les gens m'appellent. Je voulais pas qu'il y ait de sonnerie, mais du coup, je vous entendais plus, vous non plus, ni les sonneries, ni vous. Ah, voilà, bah parfait. On est bon. Comment allez-vous? Bien. Et vous, comment allez-vous? Écoutez, ça va, ça va. On finit cette session. Heureuse. Comment? Comme aime à dire Fabien Roussel, est-ce que vous êtes heureuse? On se met directement dans le bain. Écoutez, je suis assez heureuse, pour être tout à fait honnête. C'est un plaisir de travailler sur les sujets sur lesquels je travaille. Donc je suis assez heureuse, même si je suis un petit peu en crainte quoi, du monde qui nous attend. J'ai passé la nuit lundi à lire le rapport du GIEC qui prévoit du coup une trajectoire possible et contournable si on met en œuvre tous les moyens d'ici 3 ans. Donc ça demande effectivement de transformer tous nos modes de consommation, de production, de transport d'ici à 3 ans. Donc on œuvre à ce que ce soit possible, mais c'est vrai que c'est à une échéance assez rapprochée. Donc ça nécessite effectivement pas mal d'engagement de la part de tout le monde. Et c'est pour lancer aussi le débat. Je vous présente rapidement pour les personnes qui regarderont la vidéo. Donc vous êtes économiste, vous êtes membre du Conseil national du Parti communiste et fondateur du conseil d'administration des économistes atterrés. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît les économistes atterrés, mais c'est une bande d'économistes qui justement a voulu prendre le contre-courant de la pensée économique néolibérale, hein, qui est effectivement aujourd'hui beaucoup trop dominante et présente dans nos institutions, pour un peu faire un mouvement d'économistes du coup atterrés par la situation économique actuelle, mais vous nous en direz plus. On était atterré à l'époque parce qu'il s'était fait contre la Grèce surtout et que l'Europe ne prenait pas ses responsabilités proprement européennes de coopération et d'unification de l'ensemble des peuples européens. Donc effectivement, c'était une situation assez atterrante. Donc là, on voit où les dogmes économiques priment réellement sur la santé économique globale et se reposent pas nécessairement sur une réalité économique, mais plus sur des symboles, disons. De ce que doit être l'économie tant qu'elle est stable. Et vous êtes conseiller économique du coup de Fabien Roussel, pardon, et notamment l'auteur de la théorie du roussellement, dont vous allez effectivement nous parler. Donc, pour commencer, comment se passe cette campagne et qu'est-ce que la théorie du roussellement? Alors, la campagne se passe très bien. On rencontre énormément de gens. On crée de l'espoir, de la dynamique. On est un peu fou parce qu'on dit les jours heureux alors qu'on est au plus profond de la nuit noire, comme vous le dites. Hein. Mais quelque part, on est un peu comme nos anciens, nos aînés. Là, je suis à Montrouge, au bout de la rue, il y a une plaque commémorative du grand Henri Roll-Tanguy, qui était un résistant, et qui, au plus profond de la nuit noire de l'occupation de la France par la barbarie nazie, disait on va pas seulement vivre avec l'oppresseur. Aujourd'hui, l'oppresseur, c'est quoi? C'est la rentabilité financière, la dictature profonde de la finance à tous les niveaux contre la planète et contre les êtres humains. On va pas seulement vivre avec, on va pas chercher ça, on va pas seulement repousser, non, on va écrire l'idée d'une autre société. C'est ça ce qu'il disait en 1942-43, et c'est un peu ce qu'on essaie de dire, mais c'est un défi de résistance et de construction. Donc voilà, on rencontre beaucoup de gens, on mobilise et on construit pour la suite. C'est ça la grande chose. Alors vous parliez du roussellement, bon, c'est pas moi, c'est Fabien qui a créé l'idée, mais elle me va tout à fait. J'en ai fait un éditorial, c'est peut-être celui-ci que vous êtes tombé. Effectivement, l'idée c'est la suivante. L'argent ruisselle en réalité. On vient d'en faire l'expérience pendant la pandémie. C'est pas seulement l'argent des riches, c'est l'argent, la création monétaire. D'ailleurs, c'est votre argent, le mien, le nôtre, qui est utilisé par les banques, mais qui ruisselle pas là où il faut. Et donc, il faut le faire ruisseler, ça veut dire le maîtriser, mettre de la démocratie, de l'orientation, de la conscience, civiliser tout ça, pour que ça aille, pour continuer la métaphore, imprégner des terres qui permettent que ça pousse, que ça fructifie et que ça développe. Et les terres principales, eh ben, c'est la créativité humaine. C'est-à-dire l'emploi d'abord. Voilà notre logique. Compter d'abord sur les femmes et les hommes, leur inventivité pour les solutions et leur possibilité par des emplois et d'avoir un travail humain qui va s'exprimer et répondre aux besoins. Vous dites que pour lutter du coup contre l'emprise du secteur financier et du dogme financier aujourd'hui dans notre société qui ne va pas dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie, il faudrait effectivement avoir une période de résistance et une période de construction. Pour vous aujourd'hui, en 2022, comment doit s'organiser cette résistance? Est-ce que
c'est la même que celle qui était à la base pensée dans les théories marxistes, ou est-ce qu'elle prend une nouvelle forme? Et également la phase de construction, donc par quoi ça passe concrètement en termes de mécanismes? Et si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez, on ignore totalement le marxisme dans cette société, donc ne désignez pas par marxisme des choses qui étaient, comment dire, les gens qui inventaient les uns et les autres, confrontés, révoltés par ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est pas le secteur financier, c'est la logique profonde de toutes les entreprises. Vous voyez, ce défi écologique, par exemple sur le transport ou sur la production d'énergie, c'est la production profondément qui doit changer pour permettre aussi que nos modes de consommation changent. Ça, c'est très profond, cette question-là. Et les entreprises, pas seulement les banques, mais l'argent, elles l'utilisent pour accumuler les très grandes entreprises qui dominent notre société. Donc cette résistance, c'est des batailles pour refuser, c'est des batailles de contre-proposition et c'est des batailles qui montrent les perspectives. Par exemple, j'étais à Belfort. Belfort, qui est le berceau du TGV. Belfort, le berceau du TGV. Et puis, il y a aussi là-bas les productions de centrales nucléaires, plus exactement les turbines pour les centrales nucléaires, par General Electric, qui est devenu américain. Belfort, c'est le berceau du TGV. On fabrique les motrices de TGV et on fabrique les locomotives de fret. Eh ben, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que annonce la direction d'entreprise? C'est que comme un contrat de 130 locomotives de fret est supprimé, eh bien, il va falloir réduire la voilure parce que c'est 50% du chiffre d'affaires. Et nous, ce que nous disons, et c'est les premières mesures qu'on prendrait, c'est il faut tout de suite permettre de maintenir les gens dans leur emploi pour qu'ils élaborent des propositions, des solutions et qu'on se réoriente dans une autre logique. Alors, quelles sont les premières mesures? Eh bien, tout de suite, réunir dans tous les territoires au niveau national des conférences qui seraient dotées de nouveaux droits pour les salaires, l'emploi, la formation, la transformation productive. Dans chaque territoire, elle ferait 4 choses. Le point, l'état des lieux des besoins d'emploi, de formation, de production nouvelle. Et les productions, elles peuvent répondre à 2 choses. C'est des productions, elles répondent à des besoins écologiques, mais à des besoins sociaux. Se loger, c'est un besoin social, il faut produire des nouveaux logements, alimentation, tout ça. Donc, le point des besoins d'emploi, de formation, des engagements seraient pris parce que dans ces conférences, il y aurait les salariés, les différents types de chefs d'entreprise, petites, grandes, moyennes, c'est très divers en réalité, vous le savez aussi bien que moi. Les banques, les services publics, l'État seraient présents. Donc, les entreprises prendraient des engagements, des financements seraient mis à l'appui, mais avec des critères. Et ce qui est très profond, c'est qu'il faut changer, il faut faire ruisseler l'argent au lieu de faire rousseler. Pardon, rousseler au lieu de faire ruisseler. Donc, il faut changer toute cette orientation de l'argent qui aujourd'hui est donnée aux entreprises pour qu'elles délocalisent, qu'elles polluent, qu'elles accumulent des moyens matériels. Et enfin, c'est ça spécifiquement, par exemple, sur ce problème qui est un vrai problème aujourd'hui, qui est confronté à une compétitivité ou à un enjeu écologique ou machin, les entreprises vont devoir fermer certaines antennes de production. Comment on fait opérationnellement pour que ce soit possible? Comment l'État peut aider dans la mesure où finalement la décision appartient à l'actionnariat? Comment l'État peut changer justement ces règles? Alors, c'est d'abord la première chose que nous mettons vraiment, que nous injectons dans la campagne et dans le débat d'idées, c'est que l'enjeu de l'État, c'est permettre une autre action sur les entreprises. Les entreprises, c'est quelque chose de commun, que se sont appropriés les actionnaires, mais c'est en fait un enjeu fondamental dans la société. D'ailleurs, elle appartient essentiellement à ceux qui y travaillent. Et des chefs d'entreprise sont mixtes, eux, pour beaucoup, surtout dans les petites entreprises, ils font partie du monde du travail. Et ils organisent la gestion. C'est pas du tout comme les actionnaires. Donc, il y a une question de se réapproprier ce que font les entreprises et comment elles agissent. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'État, redonner des pouvoirs à la société. Alors, comment? Eh ben, la question essentielle, c'est l'utilisation de l'argent. Les actionnaires, leur pouvoir, c'est parce qu'ils apportent de l'argent. Donc, il faut apporter de l'argent avec une autre logique. Donc, nous proposons 3 choses. Et c'est un petit peu les réformes de structure par rapport aux autres formations de gauche qui disent voilà ce qu'on va faire, on va raser gratis. Oui, mais comment? Avec quel argent? On ne sait pas. Et puis, pour s'assurer que l'argent va aller là où il faut, va rousseler, il faut des réformes de structure. Donc, lesquelles? Un pôle public bancaire et financier qui serait nationalisé avec des pouvoirs démocratiques, non pas comme autrefois qui étaient étatisés, et donc qui serait chargé d'un autre crédit avec d'autres critères. Donc, on apporte de l'argent. Les actionnaires vous proposent ça. Voilà l'argent qui est proposé. 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 200 millions, 3 000 euros.
pour un investissement s'il développe l'emploi, s'il économise les pollutions. Donc, le levier des banques. Deuxièmement, la nationalisation. Excusez-moi. Pardon? La proposition. Du coup, aujourd'hui, on a la Caisse des dépôts et la BPI. Pour vous, vous dites qu'elles font mal leur travail ou que c'est plus ambitieux ce que vous proposez? Tout ça à la fois. Non, essentiellement, elles n'ont pas comme mission de pratiquer un autre crédit. Elles accompagnent et elles jouent les béquilles de l'ensemble des banques. La BPI, la Banque publique d'investissement, accompagne et même délègue sa signature de garantie aux autres banques. Elle fait pas d'investissement, la BPI. Elle permet quand même de financer. Pas les investissements. Elle achète des entreprises sans critères et pour combler les trous. C'est vraiment l'étatisation. Donc la question, c'est d'autres critères et un suivi de ça en baissant le coût du capital. Il y a une question essentielle qui étrangle les entreprises, c'est le coût du capital, les charges d'intérêt, les dividendes. Parce que même encore aujourd'hui, quand les taux d'intérêt, il faut que les gens sachent, même quand ils sont à 1 ou 2%, il y a encore 2% de garantie, donc ça fait du 4%. 4% sur 10 ans, ça fait 40% de la richesse qui aura été créée, un peu plus même, qui aura été prise. Donc, il faut au contraire permettre le développement de l'emploi, de la formation. Donc, c'est vraiment, il y a une radicalité marxiste, si vous voulez vraiment qu'on parle de marxisme, mais c'est celle qui monte de la société. C'est qu'aujourd'hui, le cœur du cœur de ce qui permet de se développer, c'est la créativité des femmes et des hommes. Donc, c'est développer les êtres humains et pas d'abord le capital et la finance. C'est ça qui monte. Donc, banque, nationalisation, et puis changer tout le contenu des aides publiques. Alors, attendez, nationalisation, mais avec quel argent, du coup? Parce que vous disiez que dans les autres partis de gauche, il y avait une vision, du coup, où il y avait du flux financier, mais on ne sait pas d'où il vient. Du coup, pour vous, un plan de nationalisation, c'est combien et avec quel argent et avec quel soutien et... Alors, combien d'abord? 15 milliards d'euros par an, parce qu'on le fait sous un emprunt obligataire. En fait, on transforme les actions en obligations, on crée une caisse d'amortissement, comme ça a été fait en 45-46 pour EDF d'ailleurs, et on rembourse sur 20 ans avec un taux d'intérêt qui est même sympathique. Donc, ça fait du 15 milliards par an. La deuxième chose, le champ des nationalisations, on nationalise une quinzaine de groupes industriels et de services stratégiques. Je donne quelques exemples, mais c'est pas une nationalisation à l'ancienne ensuite, je dirais. Donc, on nationalise Sanofi, c'est une appropriation publique et sociale, c'est pas une étatisation. Donc, Sanofi, France Télécom Orange, mais aussi Thales, avec toute la question de l'écosystème des semi-conducteurs, des logiciels, de l'informationnel, qui est une vraie question. Et puis, il y a quelques questions dans Thales de stratégie et de souveraineté. Bon. EDF qu'on renationalise entièrement, Alstom pour les transports. Donc, il y a vraiment un certain nombre d'entreprises stratégiques dans leur filière qui ont pour mission d'organiser, d'articuler leur filière et qui laissent la liberté aux PME et à toutes ces entreprises, mais qui rentrent dans une autre relation. Et puis, pour les autres entreprises, on met par un certain nombre de conditions fortes qu'elles doivent respecter. Et puis, si elles ne les respectent pas, nous verrons. Comme quelles conditions, du coup? Parce qu'effectivement, on a parlé dans les autres décryptages aussi beaucoup d'éco-conditionnalité, du coup des aides publiques avec des conditions écologiques et sociales. Est-ce que vous avez un logiciel où, pour vous, il y a des indicateurs qui devraient être pilotés au quotidien par, du coup, la fonction publique? C'est ce que j'indique depuis le début, c'est les critères d'utilisation de l'argent. Il faut des critères écologiques et sociaux, c'est-à-dire économie de matière, économie de rejet, c'est les deux choses, à la fois les pollutions et les matières en entrée. Et de l'autre côté, développement des capacités humaines et économie de capital. C'est-à-dire, il faut écologique et social. Pour nous, nous pensons en plus que c'est pas seulement qu'il faut être sympa du point de vue socialement, c'est les femmes et les hommes qui vont permettre de faire la transition écologique. Donc, développer la formation et leur emploi, c'est aussi ce qui permet d'avancer. Donc, des critères très précis à tous les niveaux des aides publiques. Il y a ces 100 milliards, les aides publiques. Aujourd'hui, il faut savoir, les aides publiques, on les reçoit, au contraire, si on baisse le coût du travail. Il y a même 200 milliards par an de commandes publiques, donc même cette commande publique, elle pourrait être redirigée. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise, elle reçoit une aide si elle bloque les salaires à 1,2 fois le SMIC, par exemple. C'est-à-dire si elle se développe pas. Au contraire, ce serait une aide pour se développer, mais si elle respecte des critères écologiques et sociaux. Et alors, ce qui est très important, c'est la nouvelle démocratie derrière. C'est-à-dire qu'on va, comme c'est beaucoup par des emprunts, des aides, chaque année, on examine si les choses se sont faites ou pas. Et donc, on peut remonter et pénaliser, ou bien au contraire, baisser et appuyer encore plus. Vous avez eu un problème et on peut vous appuyer, et c'est bien. Donc, on crée des institutions qui vont évaluer sur la base des critères précis et en transparence
si on appuie plus fort ou si au contraire, on revient en arrière. Ce qu'on ne peut pas faire avec la finance verte, qui est, je vous donne l'argent une fois pour toutes et vous m'avez promis un truc, on verra bien si vous le ferez. Dans la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, mais on pourrait imaginer que demain, effectivement, il y ait des vraies institutions de contrôle, de pilotage de ces indicateurs écologiques, avec des comptabilités qui intègrent les enjeux écologiques aussi. Du coup, j'ai regardé votre programme donc le programme serait de nature à augmenter le PIB de 650 milliards d'euros en 5 ans. Donc, ça fait une augmentation de plus 25% de PIB. À l'heure actuelle, où justement, dans la trajectoire de PIB mondial qui est de 3%, est plus importante dans les pays les plus développés d'un point de vue industriel, de services, etc., avec le plus gros PIB. Si on regarde le découplage, c'est-à-dire que l'impact écologique du PIB aujourd'hui, atteindre un scénario 1,5 degré nous amènerait plutôt à prendre des décisions de réduction du PIB dans les pays les plus développés plutôt que d'augmentation du PIB. Que répondez-vous d'une certaine manière un peu aux décroissants et à tous ceux qui pensent que justement il faut aller vers une trajectoire de réduction de notre PIB plutôt que d'augmentation de notre PIB? Eh ben, je leur réponds qu'ils ne savent pas ce que c'est que le PIB. Le PIB, c'est des infirmières, des hospitaliers, aussi bien que du béton et du goudron, etc. Et nous, on veut diminuer le béton et le ciment, par exemple, qui est extrêmement émetteur de carbone, et développer les infirmières, les chercheurs. Et on peut prendre des exemples très simples, par exemple. Si au lieu de faire un TGV avec des nouvelles voies où on va bétonner, etc., on met des chercheurs à travailler sur le TGV pendulaire où on garde les tracés de voies, mais c'est le TGV lui-même qui va bouger. Donc, on développe des salaires des gens, on ne pollue pas du tout, plutôt que de faire des consommations de matière. À tous les niveaux. C'est-à-dire que nous proposons de développer les services publics, la santé, l'éducation, et en présentiel d'ailleurs, c'est en plus moins polluant en présentiel. De transformer les villes aussi, avec un mixtage des activités dans les villes, parce que la même ville, avec la Défense comme à Paris à un endroit et les habitations à un autre endroit, ça génère non seulement des congestions qui épuisent les vies, mais ça génère des pollutions considérables. Si on mixte au contraire les tissus entre activités de travail, commerce, services, loisirs et habitation à tous les niveaux, ça change aussi les choses. Et ça demande une impulsion considérable au démarrage. Donc, c'est 4 à 5% de croissance par an pendant 5 ans qui vont faire 650 milliards et qui permettent de financer essentiellement l'emploi, la mutualisation des dépenses et les services publics qui amènent sur une nouvelle dynamique. Alors, bien sûr, il y a la dimension internationale. Nous tendons la main à tous nos partenaires, bien évidemment, là-dessus. Il faut, dans les réformes de structure, je parlais des réformes de structure en France concernant l'utilisation de l'argent. Nous proposons un fonds européen tout de suite pour développer les services publics et qui soit écologique et social. C'est possible puisque d'ailleurs, on est en train de discuter d'un fonds européen de résilience, mais qui est essentiellement concentré sur l'achat des armes. Merci beaucoup. Mais nous proposons des nouveaux traités internationaux immédiatement et de tendre la main à tous nos partenaires pour entrer dans la danse ensemble. Et ça peut se faire à partir des changements français. On n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit d'accord. On peut rentrer dans des coopérations resserrées et avancer ensemble sur des nouveaux traités donnant gagnant-gagnant entre pays. Très bien, très bien. On pourrait débattre encore de cet enjeu du PIB parce que quand même, il reflète quand même le niveau d'activité économique, donc les flux transactionnels quand même dans l'État, et ne prend pas nécessairement en compte. Les enseignants, c'est de l'activité économique. Les enseignants, c'est de l'activité économique. Quel est le flux derrière les enseignants? Quel est le flux du coup? On fait de la pédagogie. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. La recherche, on ne se rend pas compte à quel point nous parlons de sécurité d'emploi ou de formation. On ne se rend pas compte à quel point on doit basculer d'économie pour des raisons à la fois écologiques et sociales et elles sont très intimement liées. Et pour ça, ça ne va plus être l'investissement qui va être le moteur. Progressivement, ça va être la formation, le développement des personnes. Alors, c'est de la formation, c'est des services publics, c'est de la culture, c'est tout ça. Et donc, c'est très différent. Et d'autres relations internationales amènent aussi à dépolluer le PIB. Donc, l'enjeu de dépolluer le PIB est très profond. Et en réalité, pendant peut-être 40 à 50 ans, les PIB continueront à progresser. Donc, si vous voulez, la question ne devient plus la croissance en soi, mais le développement et son contenu. C'est ça le majeur. Très bien.
ça demande effectivement d'avoir une vision un peu plus segmentée aussi du PIB et d'être capable aussi de faire… parce que, Voilà. par exemple, un investissement interne ou dans une activité fortement consommatrice et carbonée, etc., va avoir un impact plus positif sur le PIB que l'investissement dans un hôpital ou dans l'enseignement. Non, Ah bah, non, non, c'est une non, activité qui est non, plus non, performante d'un faux. point de vue économique à court terme. Vous avez raison de dire qu'on va privilégier l'un et par rapport à l'autre. C'est pas parce qu'il y a plus d'impact dans le PIB. Le PIB, c'est un cache-sexe du profit pour les dominants. Effectivement, faire du béton, ça fait du profit pour Bouygues. Mais ça fait moins de PIB que l'éducation nationale. Ça moins de PIB que les transports en commun. Mais ça, on veut pas le voir. C'est parce que, en réalité, il faut révolutionner nos modes de santé. Oui. Et si on change le… Oui. Très précis, très particuliers, qui veulent l'accumulation. Les relations internationales avec, par exemple, toutes les holdings à la Défense ou à Wall Street, en réalité, on n'est qu'intermédiaire. Et puis l'Afrique, donc, sur laquelle on fait de la prédation, voire la Chine, etc. Mais c'est une folie du point de vue écologique. Et changer ces relations internationales, ça va faire du PIB au lieu de faire de la finance. Parce que, pour le dire, pour que tout le monde comprenne, le PIB, vous avez raison, reflète l'activité humaine. Hein, et il est composé de la valeur ajoutée qui est constituée des salaires et du profit. Et le profit, c'est qu'un petit bout. Mais ceux qui pilotent, eux, ils voient avant tout le profit. Et donc, ils disent, ah, le PIB, le PIB. Mais c'est un cache-sexe de la volonté. C'est pas seulement la volonté. Toutes les institutions sont orientées vers l'accumulation. Vous voyez, par exemple, Emmanuel Macron ou d'autres, ils disent investir dans l'hôpital. Et on investit dans l'hôpital. Je vais vous donner encore un exemple. J'étais dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Il y a 3 villes importantes. Tarbes, Lourdes et une troisième, Lannemezan. Chacune a un hôpital. Quel est le plan? Créer un nouvel hôpital au milieu, dans aucune ville, ou peut-être dans une des 3 villes, à la place des 3. Et donc, on va faire un investissement, on va faire des murs, on va faire du béton, mais on va diminuer l'emploi. Donc, on va faire beaucoup moins de PIB, mais beaucoup de profit pour ceux qui font le béton. Et donc, c'est une folie. Alors qu'il faudrait développer, probablement faire des investissements en matériel, en équipement dans les hôpitaux qui existent, peut-être réorganiser les choses, développer l'articulation avec la médecine de ville et embaucher, former, faire des avances pour la formation. Et c'est l'autre élément de notre programme. C'est que bien sûr, ça demande des avances avant de produire la formation. Mais nous pouvons faire des avances. Nous sommes riches pour faire des avances. La Banque Centrale Européenne fait couler à flot de l'argent, les banques aussi. On peut faire des avances. Et c'est la logique. Et au bout de 3-4 ans, elles rendent au quintuple, 5 fois plus que ce qu'on a mis. Donc, ça, pour boucler, en tout cas, ça reviendrait à ce que la Banque Centrale Européenne puisse avoir un plan de création monétaire important dirigé vers ces secteurs spécifiques à travers le financement de la dette de l'État ou à travers, effectivement, l'activité bancaire. Non. D'abord, actuellement, la Banque Centrale Européenne finance massivement. Elle a mis 290 milliards pendant 2 années de pandémie. Et puis, elle finance les banques, 160 milliards. Oui. Mais nous, en France, nous pouvons agir sur les robinets de ce qui arrive et faire rousseler ça. C'est ça. C'est finalement utiliser les plans de création monétaire de la Banque centrale pour les amener. C'est nous, la Banque Centrale Européenne. Elle changera ensuite. La loi suivra le fait. Mais nous, en France, cet argent qui arrive en France, on va l'utiliser autrement. Vous voyez, il ne faut pas mettre le préalable du changement de la Banque Centrale Européenne. Non, c'est juste que nous, on utilise. Après, on a des mandats sur la Banque Centrale Européenne. On fait une forme de reporting aussi sur l'argent vers quoi elle va être redirigée. Et ça nécessite aussi aux banques de respecter certains covenants, en fait, aussi de répartition des crédits, etc. Enfin, ça demande quand même d'avoir aussi une politique avec la Banque centrale. Non, vous ignorez, il y a un seul critère. La Banque Centrale Européenne a mis un seul critère creux pour les banques centrales, pour les banques de second rang, comme on dit, c'est qu'elles fassent plus de crédit. Elle leur fait du 0% ou 0,14, c'est tout. Ils ont dit parce que nous avions mené une bataille très forte, les économistes atterrés, et même quand nous étions en alliance avec Mélenchon, nous avions mené une bataille très forte en disant il faut des critères, il faut des critères. Ah, on va vous mettre des critères. On va prêter moins cher à celles qui font des crédits. Mais des crédits à quoi? Aux délocalisations comme aux bonnes choses. Non mais voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est justement que ça nécessite de tout autre critère. Ça nécessite des critères parce que les banques, sinon, agissent comme elles le souhaitent. Donc ça nécessite que la Banque centrale puisse mettre des critères sur la du coût de sa création monétaire.
On les nationalise, on change leur mission, on change leurs critères et on ne le fait pas de façon fermée dans les conseils d'administration feutrés. C'est-à-dire qu'on crée des institutions où ces choses se discutent dans les territoires et au niveau national. C'est de la Alors, démocratie. très bien. J'ai trois sujets. Le premier est sur la question de l'entrepreneuriat, parce que ça touche effectivement les dirigeants. C'est vrai qu'on a vu dans le programme que vous questionniez la présence des entreprises commerciales dans l'économie sociale et solidaire, donc qui serait en fait sujet à des logiques capitalistes classiques, alors que moi personnellement, ou beaucoup d'entrepreneurs du mouvement Impact France, nous avons choisi le statut de la loi Hamon, entreprise solidaire d'utilité sociale, pour avoir des formes commerciales, donc être capable d'avoir une organisation interne que nous pouvons aussi designer par rapport à notre objet, d'avoir des financements à l'innovation et de pouvoir aussi se développer, filialiser aussi nos activités, etc. Pourquoi remettre en question le fait qu'une entreprise commerciale puisse avoir une utilité sociale quand elle respecte d'ailleurs les critères de lucrativité limitée, de partage de la valeur, etc., qui sont les mêmes que dans les statuts coopératifs ou associatifs. Et puis on sait que, en plus, le statut, enfin nous on le sait parce qu'on l'analyse, le statut ne fait pas la vertu. Il y a plein de moyens aussi, même dans le milieu coopératif, d'avoir des logiques de création de richesse, etc. Donc en fait, nous on choisit juste le statut pour des besoins personnels en respectant ces critères. Pourquoi vouloir annuler du coup la présence de ces statuts-là dans l'économie sociale et solidaire? C'est le but lucratif que nous remettons en question. C'est le but lucratif que nous remettons en question. Ce n'est pas, nous parlons d'un dépassement du marché. Le marché, il a son sens comme, disons, comparaison des valeurs, comme principe de relation entre les marchandises, entre les services. Mais c'est le but lucratif que nous remettons en cause. Et nous voulons appuyer le développement des entreprises. Comme je vous l'ai dit, les entreprises, nous considérons qu'elles alors, pour les petites entreprises, quand c'est un artisan qui est tout seul, elle appartient à lui seul, évidemment. Mais en tout cas, c'est une question de société qui ne doit pas appartenir qu'aux actionnaires ou qu'aux logiques de l'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir les appuyer pour leur développement. Moi-même, d'ailleurs, j'ai écrit et commis tout un avis voté par l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental, à l'exception des grandes entreprises, mais notamment par les petites entreprises, l'agriculture aussi, l'artisanat aussi, les entreprises mutualistes, les entreprises de l'ESS aussi, pour appuyer le développement de l'emploi de la formation. Qu'est-ce que c'est? Les critères, c'est que on va baisser le coût du capital, c'est-à-dire on va financer des investissements par bonification, voire à taux négatif. Maintenant, on sait que ça existe, c'est taux négatif. Si d'autant plus même que sont programmés de l'emploi, de la formation. Donc, on aide les entreprises à se développer, à s'appuyer dans le bon sens. Et parce qu'on partage la même idée que vous, il y a tout un ensemble, et même des fois les statuts peuvent être une illusion d'optique. Certains statuts associatifs sont utilisés au contraire pour contourner le droit du travail. Au contraire, ce qui va compter, c'est les contenus. Donc, comment on appuie les entreprises? Ce qui est écrit, c'est logique commerciale. L'idée, c'est but lucratif. La question n'est pas de faire du profit, mais de développer les réponses réelles et les richesses créées. Pour certaines entreprises, ce n'est pas toutes les formes commerciales que vous voulez sortir de la loi ESS. Non, non. D'accord, très bien. Ok, c'est très clair. Au niveau des questions des retraites. Excusez-moi, mais je pense que vous faites un travail très intéressant et qu'on a beaucoup à apprendre les uns et les autres en croisement sur le fonctionnement et le pilotage de critères, mais à nous, on apporte comme souci l'élément, d'abord, les femmes et les hommes en premier, mais ça, on peut le partager, mais l'élément de démocratie et de transparence. Oui, je comprends. Ça peut être court, ça peut être long. C'est pas forcément, je parle d'institution parce que c'est pas forcément dans une entreprise, ça peut être dans des territoires, ça peut être des partages de moyens, mais cette question de démocratie est fondamentale pour piloter ce qui se passe, parce que finalement, c'est l'argent de tout le monde. Très bien. Donc, j'ai bien compris ce que vous proposiez aussi en termes de rénovation du dialogue social dans l'entreprise. Ça, vous m'en avez parlé au début. Comment vous voyez le dialogue social plutôt au niveau national, dans la manière dont il fonctionne aujourd'hui, avec les syndicats patronaux et les syndicats salariés? Parce que nous, typiquement, on prône le fait qu'il y a besoin de syndicats alternatifs du patronat qui défend une autre valeur d'intérêt général, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir avec cette vision un peu
caricatural en fait. Hein. Est-ce que vous avez une proposition de rénovation, de renouvellement du dialogue social, même d'ailleurs de revaloriser le partenariat social hein, côté salarié? Est-ce que c'est une vision que vous avez aujourd'hui? Oui, alors d'abord il faut savoir que ça, il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, ce qu'on appelle la parité salarié-patron à la sécurité sociale. Jusqu'en 1967, c'était 75% de salariés et 25% de représentants du patronat. Parce que la valeur ajoutée, d'ailleurs, c'est 70% de salaire et 30% de profit. Bon, c'est un exemple comme un autre. C'est pas forcément ce qu'on prône. Par exemple, moi j'ai vécu au Conseil économique et social le fait qu'il y avait des organisations patronales diverses, justement. Il n'y avait pas que le MEDEF. Mais et puis, il y avait des organisations de salariés, mais il y avait aussi des personnalités qualifiées, des gens un peu différents. Moi, je faisais partie des personnalités qualifiées. Et Emmanuel Macron a réformé pour supprimer tout ça et faire qu'il y ait face à face. Et moi, j'ai eu des remarques, hein, on continue à me parler, même si je suis plus membre du CESE, Conseil économique et social. Et c'est beaucoup plus frontal et on n'avance pas. Même le patronat, certaines branches, même du MEDEF, hein, se désolent de ça. Donc, il faut aller autrement. Il faut s'y prendre autrement. Ça, c'est fondamental. Mais nous faisons donc, nous avons toute une philosophie là-dessus, mais la proposition que nous faisons de conférences permanentes, dont j'ai parlé au début, que nous voulons réunir dès le début, dans ces conférences permanentes, il y aurait une diversité. D'abord, donc, je vous ai dit, il y aurait les salariés, les représentants des entreprises, mais il y a une diversité dans les représentants des entreprises. Il y a le monopole du MEDEF et la façon dont il pilote la CGPME est insupportable dans ce pays. Est insupportable. Parce que ça veut dire, en réalité, il y a 2 millions de chefs d'entreprise, 2 à 3 millions de chefs d'entreprise, enfin de responsables d'entreprise qui ne se considèrent pas toujours chefs d'ailleurs. Il y a peut-être, il y a 160 multinationales et peut-être, allez, 2 à 3 000, 4 000 entreprises de taille intermédiaire. Et ils sont 5 à parler pour les 3 millions. Non, ça va pas. On les pondère au nombre de salariés. Or, non, ils ne représentent pas les salariés. Donc, il y a un vrai problème de démocratie là-dessus. Mais il y a aussi toute une diversité de formes d'entreprise, dans l'ESS, dans les coopératives, la mutualité, l'agriculture, c'est aussi spécial. Bon, donc il y a ça. Mais donc, nous proposons non seulement qu'il y ait les salariés et dans les entreprises, mais les banques. Les banques, c'est quand même quelque chose de différent. Elles doivent être aussi impliquées, elles doivent prendre leurs responsabilités au lieu d'être cachées en background et de tirer beaucoup les ficelles par tous les critères et l'argent, c'est transversal, ça traverse tout en réalité. Hein. Mais les services publics, c'est très important, les services publics. Ils doivent participer de la démocratie sociale, mais ils doivent aussi appuyer. On ne doit pas les considérer comme l'État. Par exemple, quand on a besoin dans un territoire de se dire combien il faudrait de formation dans les 5 à 10 années à venir. Et là, les services publics doivent être mobilisés et entrer en dialogue. Et les agents des services publics seraient très contents que ce soit les services publics de l'emploi, que ce soit l'INSEE, que ce soit la Banque de France, d'entrer en dialogue avec la société civile. Ça donne un tout autre sens à leur travail. Donc, il y a besoin d'ouvrir ça. Et puis, il y a les associations de type usagers. Par exemple, l'hôpital, on peut pas seulement s'en tenir salariés de l'hôpital et directeurs de l'hôpital, voire État, mais il y a les usagers, toutes les associations d'utilisateurs de l'hôpital qui connaissent beaucoup de choses, qui ont en fait déjà apporté beaucoup de choses. On doit beaucoup plus les reconnaître. Il y a les associations de chômeurs, il y a les jeunes, il y a les retraités. Donc, il y a aussi des portions de la société qui doivent nous permettre de sortir du face-à-face. C'est-à-dire que derrière ça, l'idée que le dialogue social concerne l'ensemble de la société et pas seulement l'intérieur de l'entreprise vu de façon réduite. En réalité, il y a vraiment, parce qu'il y a un rôle sociétal de l'entreprise. Une démocratie économique à faire naître, à faire émerger. Tout à fait. Sur la question d'une nouvelle démocratie institutionnelle, c'est-à-dire c'est pas seulement de la démocratie dans l'entreprise, mais faire que les questions de ce que fait l'entreprise soient traitées dans des institutions territoriales aussi. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut libérer beaucoup de temps. Hein. Il faut de la nouvelle culture, il faut une conception d'appui aux gens et pas seulement de services publics restreints aux ordres de l'État et du chef qui est tout en haut. Très bien.
Sur la question de la finance, on en a parlé. Donc, vous êtes contre l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce serait quoi? Ce serait en fait les pays qui seraient détenteurs. Enfin, quel changement par rapport à aujourd'hui sur la Alors, défense notamment et la prise de décision au sein de la BCE pour bien que... dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose. On peut créer un fonds européen de développement des services publics. Les traités nous y autorisent. D'accord. Parce qu'on crée ce fonds, on crée quelque chose. Il est intercalé entre la Banque centrale et les États. Et ça, les traités autorisent. Les États interdisent que la Banque centrale, les traités interdisent que la Banque centrale prête directement aux États. Mais on intercale un fonds. Et ça, c'est autorisé. C'est l'article 123.2 du traité de Lisbonne, TFUE, traité de fonctionnement de l'Union européenne. Bon. On le crée, comme on le crée, on met de la démocratie. Il reçoit les euros à 0%, voire à moins quelque chose de la BCE. Et il peut financer les dépenses publiques des États si elles développent l'emploi et les services publics. Et on peut avoir un droit de tirage par le terrain, pour les projets importants. Là, il faut un hôpital, il faut ceci, etc. Et dans cette centrale européenne, il y aurait des représentants effectivement élus du Parlement européen, des représentants des salariés européens, des organisations syndicales européennes, et des représentants des associations. Voilà, donc il y aurait cette démocratie. Mais nous pouvons commencer dès la France, si par exemple un gouvernement de gauche avancé arrive en France, avec le pôle public bancaire, sans même faire une nationalisation tout de suite avec la Caisse des dépôts et la BPI, la Banque postale qui existe. On crée un fonds de développement des services publics et par exemple, moi, je tendrais la main tout de suite. Si mon idée, ce serait ça. À l'Italie, vous avez une caisse d'épargne publique. L'Allemagne, vous avez des caisses d'épargne publique. La Hongrie, la Belgique, la Finlande, l'Espagne, la Pologne. Vous savez, on va mettre ensemble, nous, entre institutions publiques pour faire d'une autre façon. Et puis, on portera ensemble le fait qu'au niveau européen, on fera. Donc, toute une bataille parce que il faut absolument, non pas prétendre faire coopération en disant, ah, on va d'abord se retirer et faire de la nationalité et s'opposer. Au contraire, il faut porter tout de suite l'idée de la coopération et de faire ensemble. Et c'est ça qui fera avancer. Parce qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore des nationalismes. Il y a souvent une vision un peu caricaturale de la vision communiste de l'économie, enfin, vue par l'extérieur, hein, que vous êtes un peu anti-liberté. Comment? Le communisme de guerre soviétique. Oui, voilà. Que vous êtes vraiment anti-liberté d'entreprendre et que il y a une forme de dirigisme, en fait, finalement, de l'État à peu près sur toutes les activités économiques. Moi, ce que j'ai entendu ici, c'est que vous êtes effectivement pour la nationalisation, mais de certaines entreprises françaises sur certaines verticales. Ensuite, il y a de nouvelles règles et de l'argent qui va vers des sociétés qui respectent certaines conditions. Mais j'entends pas ici particulièrement un dirigisme et une atteinte à la liberté d'entreprendre. Quelle est la vision aujourd'hui de la liberté d'entreprendre, en fait, chez le Parti communiste? Parce que, nous avons... Juste pour... Pardon? Hier, on en parlait typiquement avec pas mal d'entrepreneurs et qui dénonçaient, en fait, ce qui leur empêchait parfois de voter à gauche, c'est le fait qu'il y allait avoir encore plus de bureaucratie, de complexité vis-à-vis de l'entrepreneuriat, de la création d'activités économiques qui est martelée financièrement, fiscalement, etc. Quand finalement, on a l'impression que les plus gros ont les équipes qu'il faut pour faire des montages fiscaux exceptionnels et que ça touche davantage les PME aujourd'hui, cette prépondérance de l'État, ce dirigisme de l'État, davantage que les plus grandes entreprises. Voilà, donc je vais juste vous faire réagir par rapport à ça. Oui, c'est très intéressant, très utile, parce qu'il faut qu'on bouge dans cette société et ces moments électoraux aident à faire de la transversalité et à voir les choses autrement. Nous avons changé, nous sommes dans la novation communiste, nous renouons plus avec Marx, qu'on ignore généralement, parce que bon, il y a eu des expériences dans un pays qui était la Russie tsariste, hyper arriérée à l'époque, voilà. Nous parlons d'un socialisme de rattrapage étatiste et autoritaire qui rattrapait en imitant les autres et qui n'a pas su inventer. Hein. Et la Chine, elle est entre deux. Il va falloir qu'elle se pose la question d'inventer maintenant. Elle a fait un rattrapage formidable. Il faut qu'elle invente des nouvelles formes, etc. Mais donc pour revenir, nous, la liberté, c'est au cœur de notre projet. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je critique plutôt l'ultralibéralisme et le néolibéralisme. Mais plus précisément, actuellement, il y a une rigidité considérable
contre l'initiative. En réalité, si on veut, le nombre d'entreprises qui veut se développer, qui veut prendre des jeunes, qui veut former, qui veut faire des recherches, on lui dit niet, ça fait pas 5%, ça fait pas 10%, non merci, ciao. Donc les business plans sont d'une violence terrible. Hein, et c'est encore pire dans les multinationales. Je vous renvoie au film Un autre monde, c'est d'une violence considérable. Et dans les PME aussi, du même auteur, il y avait En guerre. Donc Un autre monde avec Vincent Lindon, le film, on voit très bien la violence. Donc il y a une violence considérable qui est, il faut à tout prix supprimer des emplois, baisser le coût du travail. Pour nous, les travailleurs sont une richesse. Et donc, si on peut, tant qu'on peut aller ensemble et porter l'idée que les travailleurs sont une richesse, on y va. Et effectivement, on va diriger, je sais pas, on va mettre des orientations, des incitations partout dans la société qui vont permettre de diriger dans un sens, mais en tirant parti des initiatives et de l'inventivité de chacune et chacun, comme de celle des travailleurs. Voilà un petit peu la philosophie. Par exemple, les cotisations sociales. On a une proposition très précise sur les cotisations sociales, aussi bien retraite que maladie. Aujourd'hui, quand vous supprimez des emplois, vous payez moins de cotisations sociales. C'est une folie. C'est une double folie. D'une part, parce que ça diminue l'emploi. D'autre part, parce que ça diminue non seulement la base de financement de la Sécu, mais ça diminue la base de développement de la société. Nous proposons de moduler à la hausse les cotisations sociales pour pénaliser les entreprises qui suppriment des emplois. C'est-à-dire, elles suppriment des emplois, on va pas forcément interdire, enfin, il peut y avoir des dispositifs autres, hein, qui disent on va regarder si c'est justifié, les suppressions d'emplois. Bon. Mais, en tout cas, on va remonter le taux de cotisation, on va pénaliser. Et donc, on incite les entreprises à développer l'assiette. Donc, il nous faut, sans casser une logique, sans casser la société. Donc, aller tous ensemble vers une autre société. Alors, ça veut dire qu'il y aura des affrontements à certains moments, hein. Parce que le PDG d'AXA, Denis Kessler ou quelques très très grands patrons, effectivement, eux, ils veulent leur argent et leur accumulation d'argent. Mais on est dans un moment où ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient suivre les grands poissons se rendent compte que non, c'est pas vrai, ils sont pas les grands poissons, ils ont pas ces moyens-là, que les a utilisés comme une chair à canon, en leur disant il faut baisser les cotisations sociales, on va faire du CICE et c'est aller à Carrefour, c'est aller aux grandes entreprises. Donc, mais pour ça, il y a une radicalité, c'est dire les femmes et les hommes d'abord, et donc les dépenses humaines d'abord, formation, pas seulement salaire, avec pas emploi, soit formation, beaucoup de mobilité dans la sécurité, et pas capital et accumulation. Et si on peut aller dans ce sens ensemble, on y va, et en tirant parti de toutes les énergies, l'inventivité, effectivement, la liberté. Mais la liberté aujourd'hui, elle est très relative, elle est très encadrée. Donc il va falloir cogner aussi d'un autre côté sur cette finance et en apportant autre chose. Mais voyez, pourquoi, excusez-moi, je prolonge, mais pourquoi actuellement on change les choses et la gauche fait bureaucratique? Parce qu'elle refuse de changer. En 1982-83, on a fait quelque chose de très étatiste avec Mitterrand qui dominait la gauche et très autoritaire parce qu'on ne voulait pas donner des pouvoirs aux salariés et tirer parti de l'inventivité. Mitterrand disait « Oh, ça va être des soviets partout », ça veut dire des conseils, les soviets. Des institutions territoriales, on peut en avoir des deux côtés, d'une certaine façon. Parce que on a une gauche qui pense qu'il suffit de limiter autoritairement. Et donc, elle ne va pas avoir confiance dans l'initiative. Nous, pousser une initiative vers une nouvelle logique et on va prendre des pouvoirs sur certaines grandes entreprises pour qu'elles montrent le chemin de cette initiative. Voilà, si vous voulez, la vision des choses qu'on a. Parfait, bah merci beaucoup. On a un peu dépassé le temps, mais c'était hyper intéressant. Pour conclure, alors ça a été posé plein de fois dans le chat, donc je suis obligée quand même de poser la question. Pourquoi ne pas vous allier au premier tour pour faire gagner la gauche? Parce que faire gagner la gauche, c'est la faire avancer et la faire se renouveler, se ressourcer. Aujourd'hui, la gauche, toute mouillée, quand on est tout mouillé, on pèse plus lourd. Donc, quand on veut maigrir, il vaut mieux se sécher avant de se peser. Elle fait 25%. Donc, elle va pas gagner. Et d'ailleurs… Elle va passer au second tour. Vous pourriez peut-être passer au second tour. Elle va pas gagner. Elle va pas gagner avec les 25%, c'est clair. Par contre, on a vu Jean-Luc Mélenchon avec qui nous étions alliés, aux deux présidentielles, de ces 19%, donc près de 20%, il n'a rien fait. Il n'a pas construit. Donc il y a un enjeu, on revient au début, de résistance et de construction. Nous
nous voulons travailler avec toute la gauche, tendre la main à toute la gauche, avancer. Et en réalité, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes dans la nuit noire de l'occupation par l'oligarchie financière et par la domination de la finance. Et donc, on ne peut pas prendre de raccourci avec ça pour construire des choses. Donc voilà, c'est un moment, l'élection présidentielle, où des idées avancent, où des choses vont être construites. Il y a les élections législatives où il y aura des pôles de résistance avec des députés de gauche, et nous voulons une alliance avec toutes les forces de gauche pour les législatives. Pour vous, les présidentielles, c'est plus faire exister ces idées et bien les traiter plutôt que de gagner à tout prix ou de passer au second tour, quoi. Faire exister et faire avancer les idées. Les gens ont une intelligence. Faire développer, faire bouger les choses. Parfait. Eh ben, je vous remercie. C'est très intéressant. Je pense que ça va plaire beaucoup à la communauté. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de campagne. Et n'oubliez pas d'aller voter tous ce dimanche. Très belle journée à toutes et à tous. Belle journée, merci à vous. Au revoir. Merci Eva, au revoir.